Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bienvenue dans le podcast Méditation. Aujourd'hui, nouvel épisode avec une nouvelle invitée exceptionnelle. Je reçois une psychologue spécialiste des neurosciences, spécialiste de l'intelligence et de la performance, autoproclamée Barbare en chef. Son dernier livre, L'art de l'excellence, vient de sortir et vraiment, ça fait du bien de le lire. Aujourd'hui, on reçoit Fanny Nussbaum. Bonjour Fanny, Bonjour bienvenue dans le Paul, podcast Méditation. merci. C'est un plaisir, un honneur de vous recevoir. On va pouvoir cheminer ensemble sur cette voie de la performance décomplexée, de l'excellence assumée. Tout ça, bien sûr, en lien peut-être avec le sport de haut niveau, car c'est ce qui nous intéresse ici. Que dire déjà le livre vient de sortir, il est disponible partout. Vous le retrouvez d'ailleurs au rayon psychologie de votre librairie et non pas au rayon développement personnel. Et c'est un livre vraiment qui fait du bien, un bien fou, qui personnellement, moi, m'a réconcilié avec ma part d'anormalité, avec mon côté barbare, intense, avec mes ambitions, et qui m'a aidé à comprendre pourquoi certaines personnes autour de moi pouvaient avoir la sensation parfois que j'en faisais trop vite, trop tout le temps, trop intensément. Et ça m'a aidé à comprendre également ce mélange de perplexité et en même temps de fierté que je pouvais ressentir quand on me le faisait remarquer. Déjà, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre? Je réponds toujours la même chose, hein, mais ce sont mes enfants, qui ont motivé l'écriture de Mmh. ce livre. Ils sont en fait, je crois qu'ils motivent tout ce que je fais tout le temps, je dirais évidemment, par amour, mais surtout, par, avant même, l'amour, je crois que c'est parce que, les siens, on a, je crois, toujours envie qu'ils portent une part de soi, en eux et qu'ils la portent belle. Et donc, j'ai envie que mes enfants me portent en eux, de la meilleure des façons, de la plus belle des façons. Mmh. Super. D'ailleurs, vous êtes concerné personnellement par, on va dire, la question du sport de haut niveau, vu que votre fils est tennisman, c'est ça? Exactement, là, Ouais. il est en Mmh. Tunisie, en plein tournoi et oui, oui, il est joueur de tennis professionnel, donc voilà, j'allais dire: On «On lui lui souhaite souhaite une beaucoup de grande réussite. carrière», mais je lui souhaite en tout cas. Ah, je pense que de la part de tout Méditation aussi, on peut lui souhaiter beaucoup de réussite et une belle carrière. Hem, Merci. Commençons par ce que je disais en introduction. Hem, D'où vient cette honte ou cette gêne, cette peur qu'on peut ressentir d'avoir de l'ambition démesurée, d'avoir cette envie de victoire, d'écraser l'autre, parfois de le dominer, que certains sportifs notamment peuvent ressentir? Je crois que ce que c'est mal vu, donc on a tous envie en fait d'être, pas forcément d'écraser l'autre au départ, mais d'être meilleur, de faire sa place à soi et pour faire sa place à soi et ben forcément, étant donné qu'il y a peu de place au sommet, l'idée il y a forcément derrière d'écraser l'autre en effet. Mais c'est une conséquence, je crois pas que ce soit un but chez chacun au départ. Mmh. Et pourquoi c'est mal vu? Ben, je pense, que c'est parce que, on a une culture, depuis, environ 2000 ans, qui favorise, qui valorise énormément la fragilité, la vulnérabilité, la victimisation et on nous dit clairement, notamment dans la Bible, que les premiers seront les derniers. C'est-à-dire qu'il faut, on ne gagne son paradis, que quand on est fragile, que quand on est humble dans le sens de pauvre, quand on n'a pas, fait quelque chose de justement d'exceptionnel ou quand on ne cherche pas à se démarquer par sa puissance. Et je crois qu'on est tous, en grande partie, en tout cas dans le monde occidental, marqués par cette injonction-là, de ne surtout pas montrer, sa puissance et donc son excellence et donc sa performance. OK. Donc ce dont on aurait peur, c'est pas
tellement de sa propre puissance ou sa propre excellence, mais du regard qu'on va porter sur celle-là et du fait qu'on veuille l'assumer? Oui, exactement. C'est surtout aussi le regard des autres sur sa propre puissance. Aujourd'hui, quand quelqu'un, accède, à une forme de pouvoir, quand il monte en puissance, bien souvent on attribuera cette montée à la chance. On va dire: «Bah, il est pas meilleur que moi, mais en fait, voilà, il a été plus chanceux que moi». Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'arrive pas à se dire que c'est, que l'autre a vraiment, tabassé dans la vie au sens, propre comme peut-être Mmh. figuré, pardon, figuré comme peut-être propre, pour pouvoir y arriver. Et donc voilà, c'est pas, c'est lié à la chance et c'est plus acceptable quand quelqu'un réussit, ou alors quand on se dit comme, quand on voit, jouer ou quand on voyait jouer Roger Federer: «Ah bah, c'est un magicien quoi». En fait, voilà, il est d'une autre planète, donc c'est plus facile de se dire qu'il est d'une autre planète et que vraiment, il est ses planètes à lui ont été alignées et pas les siennes, plutôt que de se dire: «Ben, en fait, lui, il a eu la rage quoi. Il a eu Ouais. envie d'y arriver plus que moi». Mmh. Et dans ce que vous expliquez, c'est que cette ambiance-là, cette, société aujourd'hui qui vante peut-être plutôt la douceur, parfois, j'aimerais dire la médiocrité, vous appelez ça la Mmh. guimauve, je trouve ça Oui. très très joli, heu, va même, poser cette injonction de devoir lutter finalement contre cette nature-là, de devoir et ma question c'est, beh, d'où ça vient, comment c'est ce que vous dites, c'est que c'est un imaginaire collectif, une invention, une forme de matrice qui organise tout ça? Oui, je ne crois pas qu'il y ait une personne derrière la matrice ou un groupe de Mmh. personnes derrière la matrice, je pense pas ça. Je pense que simplement, en effet, cet inconscient collectif, s'est organisé, pour, éjecter ceux, qui ne répondaient pas aux codes de la matrice. Et les codes de la matrice, je pense que c'est, bah, le pouvoir par le bas. Donc le pouvoir par le bas, ça dit, qu'on est meilleur quand on veut pas être le meilleur, qu'on est un meilleur homme et un meilleur humain. Aujourd'hui, un être humain qu'on considère comme étant quelqu'un de bien, quand on dit de quelqu'un, qu'il est très humain, bah, bizarrement, c'est pas, de la race homo, je sais pas si on peut dire la race ou l'espèce. Homo, c'est un singe, en fait, c'est un animal. Mais quand on dit de quelqu'un qu'il est très humain, c'est au contraire quelqu'un qui a complètement ôté sa part animale, qui est quelqu'un de doux, de gentil, de rond, de très, féminin dans sa manière, d'être au monde. Et donc, bah, ça, c'est ce qui va être valorisé. Alors j'ai complètement oublié votre question de départ, mais c'est ma réponse, figurez-vous. Ça répond bien, ça répond bien. Merci. Et donc, pour revenir un peu vers le sport et c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup, se donner corps et âme à sa passion, parfois, peut être mal vu. C'est perçu comme extrême, c'est perçu comme excessif, alors que, et on va y venir dans après ce que vous proposez vous, ça peut être un kiff absolu, en fait, pour celui qui s'y adonne. Et dans le sport de haut niveau, c'est même un prérequis indispensable. Oui, et ça pose vraiment la question du bonheur, en fait. Très souvent, les gens, vont vous dire que le but premier dans la vie, c'est le bonheur. C'est, tout ce que je souhaite, c'est pouvoir être heureux, pouvoir être bien. Et je pense que tant que le bonheur, est une priorité, eh bien, on peut beaucoup moins l'atteindre, si ce n'est pas l'atteindre, par rapport à quand le bonheur n'est pas une priorité, mais quand c'est l'intensité qui est la priorité. Je m'explique. Quand on vise le bonheur, si je vous dis, j'imagine qu'en tant qu'amateur de sport, probablement sportif vous-même, vous pratiquez la visualisation. Donc Mmh. voilà, vous imaginez des choses sur votre écran mental qui vont vous permettre d'être meilleur dans tel ou tel domaine. Et quand vous faites des visualisations, si aujourd'hui je vous demande de visualiser le bonheur, bah, tenez, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez comme ça, sans réfléchir, si je vous demande de visualiser le bonheur? J'espère que vous allez aller dans mon sens, hein. Je pense que je verrai de la sueur, de la Ah ouais, mais sueur, parce de que vous êtes mal l'effort. formaté, vous êtes pas formaté comme les gens normaux.
Ah, ouais, moi je trouve mon bonheur dans l'effort, dans la sueur, dans le dépassement. C'est le côté Ah ouais, sportif, je voilà. pense, qui veut ça. Bon, alors je vais je Mmh mh. vais je vais devoir, changer mon fusil d'épaule et vous parler de comment, une personne, lambda, même si il y a personne qui soit vraiment lambda, mais Mmh. comment les gens en général visualisent le bonheur. Quand ils visualisent le bonheur, ils visualisent, qu'ils sont, devant, assis, sur une plage au bord de la mer, et qui regardent un coucher de soleil. Ils imaginent qu'ils Mmh. sont, dans un étendus dans un coin d'herbe verte. Ils imaginent qu'ils sont, dans une maison, sur une terrasse, dans un petit jardin avec des oiseaux qui chantent et cetera. Voilà, ça, c'est le bonheur. Et ce bonheur, vous voyez qu'il y a toujours, dans ce qu'on visualise pour le bonheur, il y a toujours cette notion de calme, de paisibilité, de tranquillité, de sérénité, d'harmonie, d'équanimité, hein. L'équanimité, c'est le fait de pas Mmh. être trop changeant avec ses émotions, le fait de pas vivre des émotions hyper fortes et puis après hyper calme plat. C'est vraiment toujours, plutôt égal, l'équanimité. Donc quand on visualise le bonheur, on visualise en général ça. Et donc vous imaginez bien que quand on a ça comme objectif, et ben, tout le corps va se mettre en branle pour, obtenir ça. Donc pour obtenir Mmh. du calme, de la sérénité et cetera. Donc on va être plutôt dans des énergies basses, on va être plutôt en train de chercher, à ne surtout pas, se fâcher avec ses congénères, à être dans la paix, dans l'harmonie, dans la gentillesse, dans toute cette guimauve dont on parlait et que vous appeliez médiocrité. Je suis tout à fait d'accord. Médiocrité dans le sens du moyen. Donc ça ne pousse pas quand on imagine le bonheur, ça ne pousse pas à s'élever. En revanche, quand on imagine, de gagner une compétition, quand on imagine ou même les difficultés qu'on peut avoir quand on est en compétition, donc ce que vous disiez, la sueur, l'effort et cetera, là, ça nous pousse à ça déjà, ça nous fait développer, ça nous fait, sécréter de la testostérone et la testostérone et ben, c'est l'hormone, presque en chef de la performance, qu'on soit homme ou femme Mmh. et alors je vous renvoie, pardon, ma réponse est très longue et à tiroir, mais je vous renvoie aux travaux d'Amy Cuddy, qui est une femme chercheure, et qui parle des power poses, les poses de pouvoir, les poses de Oui, puissance ouais. et voilà et elle montre, par notamment une étude magnifique que, quand on fait des power poses, on a un pic, d'augmentation donc les power poses, hein, vous savez, c'est ces gestes qu'on fait qui sont des gestes de pouvoir donc mettre les bras en V, comme ça vers le Mmh. haut, ou Bomber le torse. bomber le torse, exactement, sortir les épaules et cetera et cetera. Et donc, quand on fait ces power poses, au bout de quelques minutes à peine, on a un pic de testostérone, hein. Donc, vous imaginez bien que ce qui se passe, et je viens de parler d'imaginaire, c'est vraiment dans l'imaginaire plus que dans la réalité. Il s'est rien passé d'autre qu'on a fait ces power poses, mais les power poses ne sont que le symbole de ce qu'on imagine. Quand on s'imagine puissant, quand on s'imagine fort, tout d'un coup, on a un pic de testostérone. C'est pas merveilleux ça? Et la testostérone Mmh. donc engendre davantage de performance. Donc, rien que de savoir ça, que quand on visualise quelque chose qui on arrive à surpasser les difficultés, on voit les difficultés, ta 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 ta, eh bien, ça nous amène à plus de réussite, plus de performance. Et la performance, normalement, si vraiment on n'est pas complètement addict à la performance au point que ce soit vraiment trop dans sa vie, eh bien, ça nous amène au bonheur. Donc, le bonheur, on n'y arrive pas quand on le cherche, ou on y arrive beaucoup moins quand on le cherche et quand on le visualise et quand on visualise la paix que quand on ne le cherche pas, mais qu'on va chercher d'abord l'intensité dans sa vie. Et quand on cherche l'intensité dans sa vie, normalement, on acquiert davantage d'intensité, davantage de performance. Et quand on acquiert davantage de performance, alors on a le droit au repos du guerrier. Et ce repos du guerrier, c'est le bonheur, c'est ce moment-là de plénitude où on est zen et bien parce qu'on a accompli quelque chose de grand. Mmh. Je vois très bien de quoi vous parlez. Mhm. Et donc ce que vous proposez, c'est, ce que vous appelez l'existentialisme, l'embellisme, donc ce Mhm. culte de l'intensité, de la performance et de l'excellence. C'est ça. Là-dedans, il y a
vous parlez beaucoup de l'intelligence et vous abordez ça sous une forme très intéressante en disant que l'intelligence n'est pas une capacité, mais vraiment un état d'intelligence. Et donc, qu'on a beau être le meilleur, par exemple techniquement dans notre sport ou même physiquement, si on n'est pas dans l'état adéquat pour exprimer toute cette compétence, ben, on n'a aucune chance de performer. Est-ce Tout que à vous fait. pouvez nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui rentre en compte, en quoi consiste cet état d'intelligence? Oui, alors, ce que je dis, bon, pour, peut-être, vous faire une petite, autobiographie, j'ai commencé Mmh. par, bon, alors j'ai commencé par l'hypnose, mais si on met l'hypnose, à part, j'ai commencé, mon travail de psy, par, l'étude et l'accompagnement de ce que j'ai appelé plus tard la phylocognition, c'est-à-dire, ceux qu'on appelle encore aujourd'hui parfois surdoués, précoces, zèbres au potentiel, et cetera. Et moi, je les ai appelés phylocognitifs pour des raisons que je vous passe, aujourd'hui. Donc Mmh. ces phylocognitifs, ce sont des gens qui ont un raisonnement, qui est, de meilleure qualité que celui de la plupart de leurs congénères. Ce sont des gens qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, qui ont besoin, de tout passer par, le filtre, de la pensée en permanence, et je fais partie des phylocognitifs, et il y en a pas mal sur cette planète qui font partie des phylocognitifs, comme d'autres font partie des artistes ou des sportifs, ou voilà, chacun a son truc. Le mien, c'est la pensée, donc je suis une phylocognitive. Donc, vraiment pendant des années, je faisais des conférences là-dessus, toujours aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui me passionne toujours, et seulement il y a eu un moment où je me suis dit que, j'étais pas réglo, parce que très souvent, déjà j'employais les termes, que qu'on m'avait appris à l'université, et plus tard, par mes pairs, qui étaient intelligence, pour parler de phylocognition. On disait que c'était ça l'intelligence, et même quand je publiais des articles scientifiques, vous pourrez voir, si vous allez dans les registres des articles scientifiques que j'ai pu publier, et même peut-être dans les phylocognitifs d'ailleurs, mon premier livre, vous pourrez voir, accolé le mot intelligence à, le OQI, aux grandes capacités de raisonnement, et sauf que j'ai commencé à douter, en fait, au bout de quelques années, à me dire: «Mais en fait, c'est pas ça l'intelligence». Quand on pense, si on dit qu'il s'est passé quelque chose d'intelligent quand on voit une fleur qui a poussé dans le désert, ou que, voilà, un phénomène naturel hors l'homme, on dit qu'il s'est passé quelque chose d'intelligent, ou alors même quand, il y a plein de fois où, par exemple, pour un joueur de tennis, ou dans n'importe quel sport, on va dire: «Ah, c'est vraiment intelligent ce qu'il a fait», alors qu'on imagine bien qu'il n'a pas fait des calculs mathématiques, il n'a pas dit: «Attends», à son adversaire: «Attends, je vais faire un calcul pour voir, si c'est vraiment ça l'angle qu'il faut que je prenne pour, Mmh. frapper mon revers». C'est pas ça qui se passe. Donc voilà, je me disais: «En fait, il y a un truc qui va pas». Et au fur et à mesure de mes réflexions et de mon expérience, sur le sujet, j'ai enfin compris un jour, que l'intelligence n'était pas une capacité de raisonnement, ou comme d'autres disent aujourd'hui, ils parlent des intelligences multiples. Alors, ça c'est Howard Gardner, c'est la théorie d'Howard Gardner sur les intelligences multiples. Donc, il a proposé qu'il y avait d'abord 7 intelligences, et puis 8, et puis 9, et puis maintenant 10, jusqu'à la 11e, et donc on est intelligent verbalement, mathématiquement, ou émotionnellement, ou l'intelligence du pied, du doigt, de la main, et Mmh. tout ce qu'on veut. Mais sauf que c'est infini, ce truc, en fait, parce que, si, je vous parle de la fameuse, «intelligence» entre guillemets émotionnelle, qui a été beaucoup popularisée par, Daniel Goleman, le frère de Jean-Jacques. Non, je déconne. Pardon. Si on parle de l'intelligence émotionnelle, cette soi-disant intelligence émotionnelle, dedans, il va y avoir, on va pouvoir classer celui qui est capable de bien communiquer, celui qui est capable de bien comprendre l'autre, de bien l'écouter, Mmh. de bien le comprendre, celui qui est capable de bien discriminer en lui, la bonne émotion au bon moment, de pouvoir savoir ce qu'il ressent précisément, celui qui va être capable, de mettre la bonne ambiance dans un groupe, celui qui va être capable de bien mettre les gens en relation, ce qui est encore différent de mettre l'ambiance dans un groupe, de savoir, relier les gens et les mettre en relation. Et tout ça, ça fait partie de «l'intelligence» entre guillemets émotionnelle. Donc en fait,
dans une même capacité, il va y avoir des centaines on peut dire avec toutes les nuances, de sous-capacités, et ce ne sera pas les mêmes personnes qui vont les porter. Il y a des gens qui savent super bien communiquer, mais pas très bien écouter ou pas très bien être en empathie, etc., etc. Donc, et pourtant, Mmh. c'est tout sous le registre de intelligence émotionnelle. Donc je me suis dit, c'est infini, donc ça veut dire que tout le monde est intelligent. Alors si on a des intelligences multiples, tout le monde est intelligent, et puis tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil, tout le monde fait l'amour avec tout le monde, et ça nous sert à rien, en fait. Pardon, tout le monde ne fait pas l'amour avec tout le monde, on est d'accord, hein. Mais ça nous sert pas à grand-chose de savoir ça. On sait tous qu'on a plutôt des capacités un peu meilleures que celles de son voisin. Ouais, c'est Ça, ça, des bon, et qualités, quoi. une fois qu'on sait ça, ça ne nous sert à rien. Mais c'est pas Mmh. l'intelligence. L'intelligence, quand on pense à l'intelligence, on pense à quelque chose de magique. On pense au truc qui se passe quand tout d'un coup, il y a cette fleur qui va pousser dans le désert, quand il y a ce coup droit le long de la ligne de Roger Federer ou de mon fils, de mon fils, Mmh. pas Gaël, mon fils à moi, Pas Gaël, ouais. qui s'appelle Victor, et voilà, c'est ça c'est à ça qu'on pense. Donc je me suis Mmh. dit qu'il y avait vraiment pas de lien, ni avec l'intelligence avec un grand I, c'est-à-dire les capacités de raisonnement, ni Ouais. avec les soi-disant intelligences multiples. Et là, je me suis dit: «Bah, en fait, qu'est-ce que c'est l'intelligence?» J'ai compris ça, c'est un état. C'est pas une capacité, on a les capacités d'un côté et l'état de l'autre. En fait, peu importe sa ou ses capacités dominantes, on va avoir une capacité athlétique, une capacité créative, une capacité de phylocognition, dominante. Euh, eh bien, parfois, avec la même capacité, on va être en état d'intelligence, c'est-à-dire qu'on va être en état de montrer au mieux cette capacité au monde, et parfois, pas du tout. Ce qui fait que moi, avec ma phylocognition, je sais que j'ai une très bonne capacité à penser, à réfléchir, à pousser un raisonnement très loin, etc. Mais il y a des jours ou des minutes, parfois 10 minutes avant, je suis en super forme, tout va bien, et puis 10 minutes après, j'ai un coup de pompe, je suis fatiguée ou je suis mal lunée, il y a quelque chose qui me met de mauvaise humeur, ou alors je tombe face à quelqu'un qui m'impressionne. Voilà, plein de contextes que tout le monde connaît. Et dans ces contextes-là, ben, tout d'un coup, j'arrive pas à produire un raisonnement digne de ce nom, alors que je suis un cadre du raisonnement. Donc, c'est pas normal ce qui se passe. À ce moment-là, je ne suis pas en état d'intelligence. En revanche, il y a des moments où tout d'un coup, les planètes vont être alignées, je vais trouver le graal de mon état d'intelligence, je vais trouver mon état de performance, et je vais vous expliquer après les trois stades donc, de l'état d'intelligence. Je Mmh. vais être en état de performance, et à ce moment-là, je vais pouvoir montrer le meilleur de mes capacités. Donc parfois, avec les mêmes capacités, on est en état d'intelligence et parfois pas. Donc l'intelligence est un état que tout le monde peut atteindre, donc en ça aussi tout le monde peut être intelligent, mais c'est tout le monde peut. Et tout le monde peut être con à un moment dans sa journée et intelligent à un autre moment dans sa journée. Et donc Mmh. cet état d'intelligence, je l'ai comment dire, discriminé, enfin c'est pas discriminé, mais je l'ai établi en trois phases. J'ai proposé qu'il y avait trois phases de l'état d'intelligence. La première phase, le premier stade, c'est donc ce que j'ai appelé il y a 2 secondes la connerie, mais c'est l'antiphase. Quand on est en Mmh. antiphase, on n'est pas en phase avec son environnement, on n'est pas dans le mouvement de la vie, de l'univers, on sent pas les choses, on est dans le rejet, on rejette l'autre, on n'est pas bien. Donc là, on n'est pas, on peut pas montrer le meilleur de soi-même, donc on a plutôt tendance à ces moments-là à avoir un esprit critique sur tout et tout le monde, à dire des oui mais tout le temps, oui mais non c'est pas possible, quand on nous propose quelque chose, ah non non mais ça va pas être possible parce que ceci, parce que cela. Donc à ces moments-là, on est assez tête à claque et insupportable, et on se trouve aussi le monde qui est tête à claque et insupportable. Et puis ensuite, quand on est au niveau du milieu de l'état d'intelligence, au niveau correct de son état d'intelligence, alors là, je dis qu'on est en compétence. Donc quand on est en compétence, on répond correctement aux attentes de son environnement, sans faire non plus quelque chose de forcément extraordinaire, mais en tout cas, on répond correctement. Et puis, le Mmh. Graal, le stade le plus élevé de l'état d'intelligence, alors c'est la performance. Et quand on est en performance, eh bien, toutes les planètes sont alignées, on montre le meilleur de soi-même et on sent cette sorte de facilité dans les choses. On sent cet état que les sportifs appellent le flow,
ou la zone. Et Ouais. dans ce moment-là, voilà, on a l'impression que tout se fait facilement, qu'on est porté par cette énergie qu'on a soi-même créée, en fait, au bout du compte. Et cette énergie-là, elle nous amène à tout comprendre, à tout cerner. Et justement, en fait, c'est l'inverse de ce qu'on dit de l'intelligence comme étant le raisonnement, puisque à ce moment-là, on ne raisonne pas, on n'est pas dans la conscience, on est inconsciemment connecté avec les éléments. Et qu'est-ce qui se passe en soi? C'est que c'est vraiment de l'inconscient cognitif qui se met en route. Ce sont des automatismes qu'on a travaillés, qu'on a acquis depuis longtemps. Ce sont des heures et des heures d'entraînement dans telle et telle condition. Je reprends évidemment toujours comme exemple le tennis, mais c'est comme pour tout pareil. On vous dit qu'il faut 10 000 heures d'entraînement dans le sport pour pouvoir y arriver. Au tennis, et ben on sait que à haut niveau, tout le monde est le même joueur de tennis, enfin le même, pas dans le style, mais en tout cas tout le monde Mmh. a à peu près les mêmes qualités. Tout le monde sait jouer très très bien au Ouais. tennis. Et, ce qui fait la différence, ça va être, bon, évidemment, le mental et tout. Mais quand on dit le mental, on a tout dit et rien dit parce que c'est très très large le mental. Et Mmh mh. surtout, cet Ouais. état, arriver à être dans cet état de performance. Cet état de performance, c'est arriver à mobiliser en soi tous ces automatismes de cette dizaine de milliers d'heures minimum de travail et d'entraînement. On va créer des automatismes. Donc dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe en fait quand on crée un apprentissage? Pardon, je vous ai pas laissé parler depuis 2 heures. Ça va vous de Allez-y, je ne vous c'est le saoule but du pas? podcast, hein, OK. c'est qu'on profite de vos lumières. Eh bah, super, alors ça va, merci de me mettre en lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait un apprentissage dans le cerveau? D'abord, en fait, quand on fait un apprentissage, quand on est consciemment incompétent, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est pas compétent dans un domaine et qu'on commence à apprendre, eh bien, on est dans le cortex préfrontal. Et dans le cortex préfrontal, eh bien, c'est dur, c'est laborieux, on est conscient, on décompose tous ces gestes pour apprendre à faire un coup droit au tennis, par exemple, ou on va décomposer un apprentissage. Si on doit apprendre un texte par cœur, on va décomposer en plein de petites phrases. Donc, on décompose. Et j'aime à dire qu'il ne faut pas oublier que la décomposition, quand on parle de quelque chose qui se décompose, c'est quelque chose qui meurt. Hein. Décomposer, Mmh. c'est prendre le temps de mourir un peu, c'est être à l'entraînement, c'est pas être dans le flot de la vie, c'est être dans un rythme qui est celui de la mort plutôt, celui de on va décomposer les choses pour arriver à les comprendre. Bah ça, c'est du préfrontal. La petite Mmh. mort à laquelle on s'adonne volontiers, c'est du préfrontal. On est en conscience, c'est dur, c'est laborieux, on a besoin de se concentrer pour y être, on ne peut pas faire autre chose. Quand on est en train de se concentrer pour faire quelque chose où on décortique, on va décomposer les choses. On ne peut pas en même temps écouter de la musique ou faire... Non, on a besoin d'être complètement concentré à ce qu'on fait. On ne peut pas faire deux tâches à la fois. Et puis, une fois qu'on a fait, qu'on a répété plusieurs fois, qu'on a bien compris le système, etc., et qu'on a réussi à répéter le bon geste, et bien au bout d'un moment, d'ailleurs même quand c'est pas le bon geste, il va passer en automatique. Et quand il passe en automatique, il passe à l'arrière du cerveau, plus à l'arrière du cerveau, dans le cortex pariétal. Et donc le cortex pariétal, lui, c'est lui qui va générer et créer des pensées automatiques comme ça, qui vont devenir notre bibliothèque de réactions possibles quand on est au filet, quand on est au fond de cours, quand on est, etc., etc. Donc, et puis, quand je suis sur un cours de tennis en plein air ou au contraire sur un cours couvert, est-ce qu'il fait beau, Mmh. est-ce qu'il fait pas beau, est-ce qu'il y a du vent? Et donc, je vais avoir toutes ces expériences-là. Et ce que j'allais dire tout à l'heure, au tennis, on sait par exemple que on va dire quand un joueur arrive sur le circuit ATP, ben, on va distinguer celui qui a l'habitude du circuit ATP de celui qui n'en a pas l'habitude, en disant bah, il n'a pas l'expérience. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que les gars, ils ont avant, ils jouent au tennis très souvent depuis qu'ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ils ont cette dizaine de milliers d'heures derrière eux, donc ils ont l'expérience du tennis. La seule Mmh. différence qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas l'expérience du public, et ça, ils ne l'ont pas passé en pariétal, ils ne l'ont pas passé en automatique. Ouais. Le public, le chaud, le froid, etc., parce que souvent, ils ont joué un peu dans les mêmes conditions, ou ils n'ont pas, peut-être pas beaucoup voyagé, Mmh. j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Donc là,
quand on a tous ces automatismes, quand on les a acquis, c'est pas la chance, c'est simplement que on a acquis tous ces automatismes, tout est là, tout est prêt, et à un moment, on se met dans cet état de mobiliser le meilleur de soi-même et de comprendre en une seconde, sans passer par le raisonnement, sans avoir à repasser par le préfrontal, de comprendre en une seconde que avec le soleil qui fait cet angle, les gens qui hurlent autour, la balle qui m'est arrivée comme ça, avec un petit angle comme ci, comme ça, je vais lui mettre un spin comme ça pour qu'elle arrive là exactement. Et il n'y a rien qui passe par la conscience, il n'y a rien qui passe par le raisonnement, et on arrive à produire le geste parfait, magnifique, sans avoir à jamais passer par le raisonnement. Et ça, c'est Ouais. l'état de performance. C'est un état qui est presque le plus inconscient possible, parce qu'on mobilise le plus d'automatisme possible. C'est ça la performance. C'est Mmh. vraiment mobiliser le meilleur de ses capacités avec le moins de raisonnement possible, et en comprenant l'univers, je ne le dis pas de façon ésotérique, mais en comprenant tous Mmh. les éléments autour de soi. Donc quand on dit que Ouais. l'intelligence, c'est le dictionnaire, il nous dit que l'intelligence, c'est en gros, il dit que c'est discerner, connaître, comprendre. Et pour tout le monde, ça veut dire raisonner. Mais en fait, on peut très bien discerner, connaître, comprendre sans avoir à passer par le raisonnement. Puisque, encore une fois, le gars Mmh. qui a fait son magnifique revers le long de la ligne, eh bien, pas une seconde, il est passé par le raisonnement, alors qu'il a très bien discerné, très bien compris tout ce qui s'était passé autour de lui, est très bien connu, reconnu tous les éléments qui étaient dans son univers. Mmh. Et j'ai encore Dans perdu votre les arts question, bien sûr. martiaux Oui, pardon. et dans c'est exactement ça, parce que dans les arts martiaux et notamment dans le MMA, on appelle ça le fight IQ, donc le QI Ah, de combat. génial! C'est Excellent! justement cette capacité à mobiliser, l'ensemble de ses capacités, à savoir quand agir, que faire, à quel moment ou au contraire savoir quand temporiser. Donc c'est on appelle ça le fight Magnifique! IQ Ah, bah, je vous et le reprendrai. Merci. ouais, ça correspond vraiment à ce que vous l'avez décrit, j'aurais pas pu, mieux le dire et ça me semble vraiment important dans le sport. Comme vous dites, c'est un peu le graal, du sportif et donc ça demande de revenir à un moment donné à quelque chose de très instinctif, en fait. Tout à fait. On n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action et vous en parlez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus aussi sur justement comment développer son instinct? Alors déjà, peut-être pourquoi il faut développer, on l'a compris, remarquez Ouais. pourquoi il faut développer son instinct, donc Mmh. non, je passe ça. Comment le développer? En fait, l'instinct, c'est de l'intuition, qui va se transformer en acte. Vous sentez Mmh. quelque chose, comme bon ou mauvais, et après, soit, vous vous mettez à réfléchir dessus et vous devenez, une voyante ou un prospectiviste, c'est ces gens, vous savez, qui vous disent, voilà, en 2035, le travail ressemblera à ça, et tout ça. Ça veut dire que vous avez une intuition, cette intuition, évidemment, c'est du cortex pariétal, hein, on pourrait dire, c'est votre expérience de vos automatismes que vous avez appris dans votre domaine. Par exemple, si vous êtes spécialisé en intelligence artificielle, eh bien, c'est le nombre, toutes les expériences que vous aurez eues en intelligence artificielle, toutes les connaissances que vous avez dans votre domaine, qui auront créé des automatismes de pensée qui vous feront dire, bah, à mon avis, en 2035, ça va aller vers ça. Voilà, Mmh. donc ça, c'est quand on utilise, à mon avis, à mauvais escient, son intuition. Parce que, en fait, on a un joyau qui est l'intuition, qui est de la pensée automatique, de la pensée qui a été bien huilée, donc bien automatisée, et on va remettre du raisonnement dessus. Je sens ça, et après j'essaye de vous expliquer pourquoi je sens ça, et comment ça pourrait être après, et cetera. Donc je trouve que on n'a que les inconvénients, de ce que notre cerveau peut nous offrir. En revanche, quand on transforme son intuition en instinct, ça veut dire qu'on va directement passer de ce qu'on sent à l'action. On va pas se mettre à Mmh. réfléchir, à comment, qu'est-ce que je dois faire, mais pourquoi j'ai ressenti ça, est-ce que c'était ceci, cela, nananana. Directement, on sent, on agit. Donc il y a une manière de s'entraîner à agir, à faire beaucoup plus confiance à son intuition. Et aujourd'hui, on nous dit tout le temps,
tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, ou et même, tourne 7 fois ta ton cerveau dans ta tête avant d'agir, réfléchis Mmh. beaucoup, l'esprit critique, il faut développer l'esprit critique et tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est tout le contraire. Déjà, très souvent, les gens qui critiquent ceux qui n'ont pas d'esprit critique, ben, ils sont critiqués eux-mêmes par d'autres qui disent qu'ils n'ont pas d'esprit critique. Donc ça c'est un peu le serpent qui se mord la queue et puis ça veut pas dire grand-chose. Et surtout, je pense que vraiment au quotidien, on peut s'entraîner à, faire confiance à ses intuitions. Comment on fait? Pardon. Heu, on au quotidien, on peut se faire des challenges, des challenges avec sa famille, avec les amis pour savoir, qui, va sentir le mieux, bah, l'issue, d'un sans réfléchir, l'issue d'un match de foot, Mmh. qui va sentir le mieux ce qui va se passer dans 10 minutes dans telle ou telle, situation, donc ça, c'est vraiment un exercice à faire très, très souvent et à faire des challenges, rigolos, avec les siens. Ensuite, il y a aussi la prise de décision rapide. On peut s'entraîner au quotidien à la prise de décision rapide. Si, vous me demandez quelque chose, je vais faire en sorte de vous répondre le plus vite possible, oui ou non, sans avoir à OK. passer par le raisonnement. Je m'entraîne Mmh. à répondre par oui ou par non très, très vite. Donc c ça alors évidemment, c'est de l'entraînement, donc vous allez pas Ouais. traiter des questions de vie ou de mort, tout de suite, par par votre intuition, hein, par Non, votre mais instinct. pour un sportif, par exemple, ça voudrait dire, profiter de certains entraînements justement pour développer cette, prise de décision et se dire avoir cette intention-là de: «Je vais arrêter de penser, arrêter de réfléchir et envoyer des balles ou des coups ou quoi que ce soit le plus vite possible, voir ce que ça C'est donne». tout à fait juste, exactement, c'est ça. Envoyer des balles le plus vite possible, s'entraîner, ben, peut-être pour un joueur de tennis, s'entraîner à la volée, parce qu'il y a rien de plus instinctif, finalement, Mmh. presque que la volée, j'ai l'impression, ça je sais pas, moi Ouais. je ne suis pas moi-même une professionnelle du tennis, mais dans ce que j'ai vu, j'ai l'impression que la volée, c'est vraiment paf, paf, une réaction du tac au tac. Et puis oui, en effet, penser le moins possible, s'entraîner sur le court, sur un ring, n'importe où, à penser le moins possible, à faire confiance et puis peut-être à faire avant avant ces événements-là ou ces moments d'entraînement-là, à faire d'abord une visualisation de genre de connexion à l'univers. Je suis connectée avec les éléments et comme ça, son cerveau, il y a un réseau cérébral qui s'appelle le système de Science qui est vraiment fait pour ça, pour être connecté à l'univers. Le système de Science, c'est un réseau préfronto-pariétal, vous vous en fichez de ça, mais qui, qui sent, qui est c'est celui qui nous met en alerte sur les émotions et les sensations. Donc c'est lui qui va nous dire, bah, «Attention, il faut que tu portes ton attention là parce qu'il y a eu un bruit bizarre, il y a eu une odeur bizarre, alors il faut que tu poses» ou alors il y a une émotion, c'est hyper tendu dans la pièce ou au contraire, vas-y, tu peux te détendre. C'est pa parce que émotionnellement ça va, tu es OK, tu es en sécurité. Ça, c'est le système de Science dans le cerveau qui nous aide à ça. Donc, ben, il faut l'entraîner, ce système de Science, pour qu'il sente bien, les choses. Et en effet, ben, sur un cours, de se connecter à l'univers, de faire cette visualisation, ça permet sur le cours de mieux s'entraîner. Donc toutes ces petites choses Ouais. au quotidien, qu'on soit sportif ou pas d'ailleurs, il faut s'entraîner à avoir cette prise de décision rapide et plus on s'entraîne et plus on gagne. Ça ne veut pas dire qu'on aura des stats à 100, on les aura jamais, probablement jamais ces stats à 100. Même Federer, même les plus grands, même Tiger Mmh. Woods ou tous les plus grands n'ont pas ces Mmh. stats à 100. Ils sont pas tout le temps en état de performance, mais en tout cas, ils l'atteignent plus souvent que vous et moi. Ouais, ouais. Ça demande du coup de vraiment veiller à être dans le bon état à la fois émotionnel, à la fois le bon état de concentration et le bon état d'énergie physique aussi. De Ouais. réunir ces éléments-là pour être dans le bon état d'intelligence et pouvoir exprimer, toutes ces qualités. D'où, dans le sport, peut-être l'importance du travail de routine, de visualisation, pré-entraînement, pré-match pour se mettre dans cet état-là vraiment de performance. Tout à fait, et je crois que même pour nous tous, sportifs ou pas sportifs, l'important de prendre soin de soi, mais pas façon, essentialiste. Pas prendre soin de soi pour être là, pour être connecté à soi-même, à son petit moi et puis partir en voyage pour aller, partir à la découverte de soi-même, bon pour moi tout ça c'est vraiment du bullshit. Mais,
prendre soin de soi pour faire en sorte d'avoir, son corps et sa tête qui soient le meilleur outil pour soi, pour être en état de performance le plus possible, c'est un devoir. C'est pas si j'ai envie. Donc ça veut dire Mmh. ouais, faire du sport pour les non ou moyennement sportifs, manger correctement, avoir, ouais, prendre soin de son sommeil et cetera. Mais donc ça, c'est super important, mais en même temps, d'aucuns pourraient dire, ben, je deviens un ayatollah du truc, je me couche tous les soirs à 10 heures, pas plus tard, je ne mange que Mmh mh. des germes de machin truc bidule qu'on trouve dans la Mmh. pampa et tout ça. Tout à fait. Je crois que là, on atteint, vraiment ce qu'on ne veut pas non plus. Parce que si on fait partie de ceux, comme c'est mon cas, qui pensent que ce qu'on va penser de soi, comme Amy Cuddy d'ailleurs, ce qu'on va penser de soi, a plus d'importance que son état, physique, que le fait qu'on n'ait pas dormi et Mmh. cetera. Bah, on peut se permettre même une nuit blanche et d'arriver un jour sur le cours en ayant fait une nuit blanche. Je sais qu'il y a Oui. des gens qui vont me maudire de dire ça si c'est leur enfant qui est sportif et qui écoute. Dormez, dormez, s'il vous plaît. Dormez, dormez bien. Mais je crois qu'on n'est pas, il y a plein de gens qui vont vous dire: «Ah, je suis pas bien aujourd'hui, mais parce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière», moi, ça m'arrive plein de fois de pas arriver à dormir, de me coucher à 3 heures du matin et de me réveiller à 7 heures. Bon, bah, oui, je suis un peu fatiguée, soit j'arrive à faire une sieste, soit j'y arrive pas. Mais en soi, je fais en sorte de ne pas dire à mon corps: «Ah oui, tu es fatigué aujourd'hui», et je fais en sorte que ça ne se voit pas, non seulement par respect pour autrui, mais aussi, parce que si je c'est comme les power poses. Si, j'ai un corps qui est tout nonchalant, sans énergie et tout ça, et que je me raconte l'histoire de «j'ai pas assez dormi la nuit dernière», je sais que je ne vais rien faire dans ma journée. Si en revanche, et je vais pas avoir la pêche, si en revanche je me dis: «Bah, je sais plus si j'ai dormi, pas dormi, et puis je verrai bien ce soir, je serai sûrement fatiguée plus tôt si j'ai pas assez dormi, et puis c'est pas grave», et ben là, je peux avoir une pêche monumentale, et c'est pas, et donc il y a vraiment cet équilibre à trouver entre, ce que, je dois faire comme minimum syndical pour que mon corps puisse être en état de performance, mais aussi comme création d'une réalité qui ne vient que de mon imaginaire. Dans ce que vous dites aussi de fait de vivre sa vie intensément, d'être, j'entends aussi le fait d'être totalement présent à ce que je fais et de plus penser, d'arrêter de penser et donc je vois un peu aussi cette notion-là de pleine conscience, de mindfulness et tout ce qu'on peut trouver autour de la méditation. Est-ce que et encore une fois, de pas le voir comme une fin en soi, mais vraiment comme un entraînement de l'esprit, un entraînement du mental et un entraînement de cette capacité à être dans l'instant, à ne pas penser et donc à vivre intensément, chaque instant. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous pratiquez ou que vous recommandez aussi pour entraîner cette capacité instinctive? Je sais que les neurosciences l'ont beaucoup étudié, par exemple, la Mmh. méditation. Oui, oui, tout à fait. Alors il y a la méditation pleine conscience, Mmh. l'hypnose, la sophrologie. Donc moi, je suis vraiment de l'école de l'hypnose, et donc vraiment j'ai fait ma thèse sur la neurophysiologie de l'hypnose. Voilà, c'est vraiment, j'ai écrit un livre, qui s'appelle «Le cerveau sous hypnose». Donc vraiment, c'est mon truc. Sauf que, Hem, tout ça, toutes ces techniques que j'appelle suggestives, l'hypnose, la méditation, le yoga, la sophrologie Mmh. et cetera, hem, souvent, elles sont utilisées aujourd'hui, pour, justement, trouver cet état, de sérénité, cet état, en fait, qui permet d'éviter la souffrance. Et donc je pense que ce sont des techniques, des méthodes, et même c'est une philosophie ou des philosophies extraordinaires, mais qu'elles sont souvent utilisées à mauvais escient, ou en tout, enfin, pas à mauvais escient, mais en tout cas, elles sont sous-utilisées, parce qu'elles ne sont pas utilisées en général pour justement l'intensité. Être dans le présent, pour beaucoup, vivre dans l'instant présent, s'incarner dans son monde, c'est souvent
pour faire le vide, pour oublier tout le reste, mais Mmh. surtout oublier ses souffrances, oublier ses tracas du quotidien, et cetera. Et je pense que être dans le moment présent, ça doit pas être là pour faire le vide, ça doit être là pour faire le plein d'énergie, le plein de sensations et de sentiments aussi, d'émotions par rapport au monde, par rapport à son contact avec le monde. C'est vraiment l'animal qui est en alerte, qui est là très très présent au monde, que ce soit sa proie qu'il a devant lui, ou que ce soit au contraire de devoir déguerpir parce qu'il y a un danger, ou que ce soit se trouver le meilleur spot pour trouver de l'eau et du soleil. Ou... Voilà, donc c'est être au monde pour l'intensité et pas être au monde pour éviter la Mmh. souffrance, ou pour être dans la tranquillité. Ouais, on parle d'ailleurs de pleine conscience, pas de vide conscience ou quoi, c'est Exactement, vraiment cette idée de c'est juste. Ouais, ouais. OK. Faire de sa vie une œuvre d'art, c'est quelque chose que vous mettez en avant aussi dans le livre et je me Ouais, suis vraiment retrouvé là-dedans et dans ce que j'essaye de transmettre aussi aux sportifs que je peux accompagner, le fait d'être vraiment acteur de sa pratique, d'être acteur de son sport comme une forme d'autodétermination et d'autonomie qu'on reprend sur sa pratique et arrêter de subir les entraînements, les compétitions de manière passive finalement. Est-ce que ça ouais. serait pas, de l'existentialisme ou de l'embellisme sportif? Je vous ai perdu pendant 3 secondes. Ah, Est-ce que ça serait pas... je je disais, est-ce que justement cette forme de d'être acteur de sa pratique, d'autodétermination dans son sport, c'est pas une forme d'embellisme sportif? Oh, c'est très, très beau, tout à fait. C'est exact. Alors il faut que j'explique ce que c'est que l'embellisme, plus précisément. Mmh. En fait, l'embellisme, c'est une religion que j'ai créée, ne rigolez pas. Mmh. Et c'est vraiment ça. En fait, donc ce que j'explique dans ce livre, c'est que, une philosophie, c'est, quand en fait, on fait tous de la philosophie au quotidien. Et une philosophie, c'est le fait de positionner ce qu'on va considérer comme étant le bien et ce qu'on va considérer comme étant le mal sur l'échelle des comportements humains. Donc, sur l'échelle de ce qui arrive au monde en général. C'est bien, c'est mal. C'est ça une philosophie, hein, vraiment, j'essaye de donner la définition la plus simple possible, Mmh. mais c'est ça. Et Ouais. en fonction de sa philosophie, qu'on en soit conscient ou non, eh ben, on va éduquer ses enfants, par exemple. On va dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et donc chez les Dupont, prendre des risques, ça peut être quelque chose de très mal parce que on est pour la sécurité, ça c'est pas dans son ADN de prendre des risques. Au contraire, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui a pas de tête et qui fait n'importe quoi. Et chez les Durand, au contraire, et ben, on va dire: «Waouh, bravo, tu as pris un super risque, c'est génial, tu es allé là où personne n'osait aller, c'était un peu Mmh. dangereux et tu y es allé quand même», et on va le considérer comme étant du bien. Donc en fait, toute l'éducation est issue, de n'importe qui, va être issue d'une philosophie qu'on a au départ, où on a positionné le bien et le mal. Donc ça, c'est pour la philosophie. Et donc, quand je vous parle d'éducation, je vous parle de mise en application. Et en fait, je suis partie, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je le déploie à peine différemment, de la définition d'une religion faite par Yuval Harari. Vous savez, le livre Mmh. Sapiens, Homo Deus, Sapiens, ouais. voilà. Et donc, dans ce livre, dans Sapiens, il dit que une religion, en fait, c'est en gros, il le dit pas exactement comme ça, mais c'est une histoire qu'on se raconte et qui va organiser toute une société autour de cette histoire qu'on va se raconter. Euh, Mmh. donc moi, alors pardon, je reviens en arrière. Ce que dit Harari, c'est que toutes les religions, en fait, toutes les organisations sociales sont des religions. Toutes les théories, les modèles sociaux. Le capitalisme est une religion. Je sais pas, le véganisme est une religion, etc. Tout ça, ce sont des religions parce que ce sont des manières d'appliquer certaines manières de voir le bien et le mal. Dans le capitalisme, on va
on va voir comme étant bien le fait de vouloir amasser du capital pour pouvoir ensuite en faire quelque chose, le redistribuer, enfin, faire vivre ce capital, faire augmenter et vivre ce capital. Dans le véganisme, on va considérer comme bien de veiller à ce que tous les vivants, tous les êtres vivants soient logés à la même enseigne. Bon, enfin, je dis les choses très Mmh. rapides et un peu. Voilà. Donc, c'est la philosophie appliquée. Et donc, le véganisme va appliquer sa notion du bien et du mal, le tata, tata, tata. Donc, une religion, ça n'a rien à voir, ou pas forcément à voir, avec un quelconque déisme ou un quelconque lien avec un dieu ou pas. C'est simplement Mmh. l'organisation concrète d'une d'une philosophie. Donc, ma philosophie, c'est l'existentialisme. L'existentialisme, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Kierkegaard au départ qui est considéré comme étant le père de l'existentialisme. Mais moi, je considère par exemple mon chouchou Nietzsche comme un existentialiste. Et donc, l'existentialisme, c'est le fait de considérer qu'on peut créer son existence, alors que l'essentialisme, c'est le fait de se dire que non, en fait, on est né comme ça, on est né, je ne sais pas, avec ou sans handicap, on est né blanc, noir, jaune ou peu importe. Et avec ça, eh ben, on peut rien faire de plus. On peut si on est né pauvre et handicapé, eh ben, on va jamais réussir à avoir une bonne vie parce qu'on est né comme ça et que ben, toute sa vie, on va, bon, évidemment que je caricature, hein, mais on va se dire, bah, je peux pas faire mieux parce que ceci, cela. Un existentialiste, il se dira pas ça. Il se dira, voilà ma donne de départ, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je construis ma vie à partir de cette donne de départ? Il ne pense pas que les dés sont joués à partir du moment où on est né comme ci ou comme ça. Donc ça, c'est la philosophie de l'existentialisme. Et ensuite, donc la religion, je me disais, il n'y a pas une religion qui applique vraiment l'existentialisme à mon sens. Donc je vais la créer. Et j'ai créé cette religion que j'ai appelée l'embellisme. Et donc tout mon livre est comme donc cette sorte de lettre à mes enfants qui dit comment faire pour être un bon embelliste, pour pratiquer un bon pratiquant de notre religion. C'est pour ça que j'ai parlé des 40 commandements et que je dis, ben voilà, quand on est un embelliste, on fait ça et on fait pas ça. On agit comme ci et on n'agit pas comme ça. Et donc on agit pour toujours chercher l'intensité. On agit pour donc notre bien et notre mal chez nous dans notre maison, c'est t'as pas cherché l'intensité, t'as pas l'autre jour qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille où je lui ai dit ah oui elle doit faire tous les jours des petits exercices de Duolingo. Vous voyez ce que Ouais, c'est cette application en anglais? pour Donc, apprendre une langue. exactement, donc là, c'est pour apprendre l'anglais Mmh. et donc tous les jours, sa maman, sa méchante maman lui a demandé Mmh. de faire son Duolingo. Puis en plus, heu, toutes les semaines, j'ai un compte rendu, un rapport, pour savoir combien de temps elle a passé sur ces exercices. Et je lui demande pas beaucoup, je lui demande un quart d'heure par jour, ça me semble honnête, en Mmh. vérité, comme Ouais, elle ouais, dirait. ouais. Bah, c'est Ça bien, c'est bien. bah, je trouve que c'est pas mal. Et Mmh. donc là, bah, on n'était pas là pendant une semaine, son père et moi, donc elle était, un peu livrée à elle-même, mais elle savait qu'elle avait son Duolingo à faire et je pensais que j'avais pas besoin de lui dire. Et je vois le samedi dans le rapport qu'elle a pas fait son Duolingo de la semaine et bon, qu'est-ce qui se passe et tout ça? Et elle me dit, «Bah oui, mais j'étais avec Victor, donc son frère, et puis on est allés jouer au golf tous les 2 et tout ça. Après donc j'avais pas le temps je dis: «Ben, OK, d'accord, c'est vrai, tu as eu cette semaine qui était un peu cool, mais tu aurais pu me le dire». Et elle m'a dit: «Bah oui, mais si je te l'avais dit, tu m'aurais disputé». Donc bah, déjà, tu sais pas, mais de toute façon, je te disputerai beaucoup moins, si tu me le dis que si tu me le dis pas. Pourquoi ça? Et elle me dit: «Ben, parce que c'est pas bien de mentir». Je dis: «Ouais, bon, OK, c'est pas bien de mentir, mais c'est pas gravissime non plus de mentir à mon sens. Parfois, il faut Mmh. mentir Mmh. et on le fait tous». Par contre, c'est pas pour ça, hein. C'est parce que, pourquoi là, je te disputerai davantage et pourquoi là, tu vas avoir une punition que tu aurais certainement pas eue
si tu m'avais dit: «Ben maman, cette semaine, est-ce que je peux être off pour, ce truc-là, où j'ai pas fait mon Duolingo et voilà pourquoi je l'ai pas fait». Pourquoi? Parce que tu as manqué de courage. Parce que tu as manqué, Mmh. du courage d'affronter ta maman et de lui dire, «Voilà ce qu'il en est, j'ai envie de me la couler douce cette semaine», et peut-être que je t'aurais dit non, peut-être que je t'aurais disputé de pas on aurait eu un fight toutes les 2, mais je t'aurais pas donné de punition. Là, je te donne une punition parce que tu as manqué de courage, pas parce que tu as menti. Mmh. Ouais, c'est ce qui est valorisé dans la pensée, dans la religion, embelliste. Exactement, ça fait partie des choses qui Mmh. sont mises en avant, oui, donc voilà, tout ce qui va avec, je sais pas, en anglais on dit step up, vraiment tout ce qui va avec le fait d'être un homme avec un grand H debout, d'être quelqu'un qui ose, qui fait. On valorise chez nous beaucoup plus le fait d'oser, le fait Mmh. ouais, quitte à frôler le ridicule très souvent, mais le fait d'y aller, quoi. Ouais, il y a le flair, l'excellence, l'audace et le rayonnement. Les 4. Exactement, les 4 piliers, de l'embellisme, Mmh. donc ça fait FEAR, ça et on maîtrise la peur comme ça. L'acronyme. En tant que sportif embelliste, si on reprend ce terme que j'ai inventé là, Mmh quand on mh. se voit privé justement de ce qui nous permet d'exprimer toute notre intensité, toute notre grandeur, ce besoin de mettre son corps à l'épreuve tout le temps, quand on s'en voit privé, en cas de blessure, par exemple. Mmh Ça peut être d'autant plus difficile qu'on perd justement momentanément cette capacité, de d'exprimer son excellence, son intensité que qu'on fait à travers le sport et qu'on fait peut-être pas, à travers le raisonnement, la pensée et tout ça. À votre avis, Ouais. comment on peut gérer ça, dans le cas où, justement on se sent privé de cette capacité à exprimer toute sa grandeur et son excellence? Mais Est-ce je que crois que ça arrive? à ce moment-là, oui, bien sûr, ça arrive et à ce moment-là, on est, naturellement souvent dans une antiphase. On est plutôt, Mmh. dans après, est-ce que c'est parce qu'on était en antiphase qu'on s'est blessé plus facilement? Ça, on ne saura jamais, c'est possible aussi, hein. Donc, en tout Mmh. cas, la blessure, est souvent, synonyme d'antiphase parce qu'on est obligé d'être en retrait, parce qu'on ne peut pas exprimer le meilleur de ses capacités. On est empêché, donc on ne peut pas monter en puissance. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, la seule chose à faire, c'est, de profiter de ces moments d'antiphase parce que, il y a 2 manières. Il y a comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, la bonne antiphase et la mauvaise antiphase. La mauvaise antiphase, c'est celle que je vous ai décrite tout à l'heure où, on est là en train de critiquer tout, on n'est pas bien, on fait sentir sa mauvaise humeur à tout le monde, on n'arrive pas à montrer le meilleur de soi-même et cetera. La bonne antiphase, c'est l'antiphase qui nous permet justement de prendre le recul que normalement on ne doit pas prendre quand on est dans l'action, quand on est dans la performance. Donc en fait, quand on est en antiphase, il faut faire, je le dis quand je c'est un des commandements, des 40 commandements que je propose où je dis, «Payez-vous une dépression, mettez-vous en dépression». Je sais plus exactement le Ouais, numéro du c'est vrai. commandement, mais Ouais, ouais. voilà. Et donc en fait, à ce moment-là, il faut organiser sa dépression, organiser son moment d'antiphase. Et comment on fait pour organiser dans son antiphase? C'est le seul moment où il faut faire tout l'inverse de ce que je dis dans mon livre, en fait. C'est-à-dire que, à ce moment-là, on en profite pour raisonner, avec AI, pas avec et raisonner, Mmh. hein, c'est pas être en Ouais. résonance, c'est, utiliser son raisonnement. À ce Mmh. moment-là, on en profite pour penser à plein de choses, mais de façon plutôt gratuite. Penser à plein de choses sur son avenir, sur comment on veut se réorganiser pour plus tard, sur, comment on peut faire des visualisations, dans ce cas-là, c'est pas gratuit, mais sur, comment améliorer son coup droit, son revers et cetera, voilà, on va, Mmh. prendre ce temps pour, utiliser ce moment de retrait et se documenter sur plein de sujets, lire et se payer sa dépression, ça veut dire aussi, être en énergie basse. Ça veut dire moins sortir, vraiment fournir le minimum syndical à la vie, et à ses congénères, moins être dans le social, éventuellement rester chez soi pendant 2 3 jours et pas se laver,
comme on fait quand on est en dépression, vous voyez? Vraiment goûter ce moment-là et l'utiliser pleinement pour faire, tout ce qu'on fait quand on a une terre qui est en jachère, tout ce que fait cette terre. Qu'est-ce qu'elle fait une terre quand elle est en jachère? Et ben, elle travaille en dessous, elle travaille tout doucement en dessous à reprendre son énergie, à se retrouver, à se restaurer. Elle a besoin d'être en jachère, cette terre. Eh bien, nous aussi, on a besoin, comme la terre, à des moments d'être en jachère et ces moments-là, on peut les prendre aussi comme un cadeau. On peut pas être en Mmh. performance tout le temps, c'est pas possible en fait, Ouais, on ouais, c'est ouais. le but d'être en performance, mais il y a ces moments-là et ces moments-là, bah, plutôt que de les subir, il faut les organiser. Donc on organise sa dépression, on organise ce moment-là pour, faire plein de choses qu'on pourrait pas faire autrement et qu'on n'aurait pas envie de faire parce qu'on est un embelliste et on est vraiment dans cette énergie basse, on est plus Mmh. on écoute des musiques tristes, on pleure, voilà, mais on le fait, Ouais. on le goûte vraiment. C'est très intéressant et en même temps, je pense qu'en tant que sportif, c'est très dur à accepter au début. Ça, Ouais, c le prérequis à ça, c'est accepter la situation ouais. et une fois qu'on l'a accepté, se dire: «OK, beh, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation?» Accepter mon bad, accepter ma dépression et essayer de l'organiser et donc de la vivre, différemment, quoi. C'est très juste et l'acceptation, en fait, elle vient par, l'idée d'une reprise de contrôle. Parce que en fait, tout ce qui vous arrive dans la vie, hem, non, oui, je vais le dire autrement. Toutes vos peurs, heu, elles viennent de la perte de contrôle. Tout votre stress, il vient tout le temps du sentiment de perdre le contrôle. Si, Mmh. quand vous êtes à l'entraînement, vous faites exactement la même chose que le jour du match, Ouais, à peu près. voilà et pourtant, quand vous êtes à l'entraînement, vous êtes pas stressé. Vous faites exactement la même chose et vous êtes pas stressé et le stress vient, Mmh. quand est-ce qu'il vient? Quand il y a vous êtes pressé par le temps, que vous avez un temps qui est, enfin voilà, il faut fournir votre Mmh. performance en un minimum de temps. Quand, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous veut pas du bien, quand, vous avez un public qui vous regarde et qui vous juge et cetera et cetera. Donc tout ça, ça va faire que vous perdez le contrôle. Vous perdez une grande partie du contrôle et cette perte de contrôle, elle va, engendrer un stress, une anxiété. C'est toujours la perte de contrôle qui et donc évidemment, quand vous êtes en antiphase, quand vous êtes dans cette phase dépressive que vous pouvez organiser, eh bien, vous perdez le contrôle puisque vous n'avez plus si c'est dans le cas d'une blessure, vous n'avez plus le contrôle de votre corps, vous n'avez pas l'énergie qu'il faut, vous n'êtes pas dans le mood qu'il faut pour pouvoir, être bien Mmh. en interaction avec le monde et tout ça. Donc ce qu'il faut, c'est, c'est pour ça que je dis que c'est super important d'organiser sa dépression, non seulement pour pouvoir en sortir plus vite, mais aussi pour se donner l'illusion, puisque de toute façon le contrôle ou le non-contrôle, ça n'est qu'une illusion, mais pour se donner cette fois-ci l'illusion d'un meilleur contrôle. On perd le contrôle et on reprend le contrôle en se disant, bah, cette phase-là, je l'organise comme j'ai envie de l'organiser. Et si je l'organise correctement, si je me fais vraiment un planning d'organisation de mon antiphase, alors je vais avoir un meilleur sentiment de contrôle et ça me permettra d'accepter beaucoup mieux cette phase-là. Donc C'est top, vraiment, c'est top. plus vous Mmh. l'organisez et mieux vous la Ouais. vivrez. Ouais et c'est exactement ce qu'on cherche à faire, justement quand on n'est pas blessé, à organiser, à prendre le contrôle, à maîtriser ses entraînements, ses compétitions à travers, que ce soit la planification d'objectifs, la préparation des compétitions et tout ça et c'est quelque chose qu'on perd de vue totalement, justement quand on est blessé, alors que c'est là qu'il faudrait aussi mobiliser ses capacités pourtant qu'on sait mobiliser quand on est bien, quand on performe et donc ouais, très point de vue très intéressant à méditer Merci, pour tous les sportifs, je pense. super. Hem, quelque chose qui me semble vraiment, important aussi de rappeler, c'est, le fait donc l'audace dont vous parlez et cetera, c'est de surmonter aussi, cette peur de l'échec et du regard des autres qui est très présente, je crois, dans le sport aussi, en Mmh, particulier quand on joue avec un public et plus on monte de niveau et plus il y a de perdus qui nous regardent, on va dire. Et ouais. alors que dans ce que vous proposez justement, c'est,
C'est s'en détacher et en fait se donner le droit de tenter ces choses-là, qu'on est susceptible de rater et on est susceptible d'être jugé par les gens. Mais en fait, les sportifs vraiment, pour moi, qui représentent, les mieux cette philosophie sont ceux justement qui font preuve d'audace et qui ont pas peur de tenter des choses exceptionnelles et ça va peut-être ils vont peut-être les rater 9 fois, mais la 10e fois où ça va passer, on va les reconnaître comme étant des vrais génies, quoi. Ouais, c'est juste Selon vous l'audace. ouais. Oui, pardon, dites-moi? Beh, juste la fin de la question, c'était selon vous, quels sont les sportifs qui représentent le mieux cette philosophie, cette, religion obéiste? Il y en a un que j'adore, qui est détesté par beaucoup, c'est, son prénom, ça doit être Conor McGregor. C'est Conor, son Conor prénom? McGregor? Ouais, carrément. Ouais, ouais, il y Voilà, en a eu pas mal. magnifique, magnifique. Il y en a un autre qui en ce moment est très décrié, qui est plus un enfin, on est sportif à vie, je pense, mais en tout cas qui n'est Ouais, plus sur, le circuit, bah, je crois que c'était MMA d'ailleurs, c'est Andrew Tate. Heu, Andrew ouais. Tate, oui, dans la boxe thaïlandaise, je crois. Ah oui, c'est ça, Ouais. exactement. Ouais, ouais, tout Mmh, à mmh, mmh, fait. mmh. Hem, Ouais. je c'est Zlatan Ibrahimovic, il va faire partie de cette, Ah ouais, un pourquoi peu pas, aussi, bien non? sûr, j'adore, Zlatan Ibrahimovic. Ce sont c'est voilà l'audace, vraiment une animalité qui s'assume complètement quoi, «Je vais te tuer» en fait, et il y a, j'ai fait un post, LinkedIn il y a quelque temps là-dessus sur, les compétiteurs directs et les compétiteurs indirects. En fait, j'ai Mmh mh. remarqué un truc, c'est que, il y a ceux que j'appelle les compétiteurs directs, qui sont, ceux qui vont quand ils vont arriver sur un ring, sur un court, peu importe, hem, ils vont vraiment, avoir le sentiment que pour eux, c'est une question de vie ou de mort, que, c'est une question de survie, quoi. Ils ne peuvent pas faire autrement que gagner Ouais. je pense, les 3 Les qu'on a cités nettoyeurs là. comme, Tim Ouais. Grover, le préparateur physique et mental de Michael Jordan et Kobe Bryant notamment, on les appelle les nettoyeurs ceux-là. Génial! Et ben je savais pas non plus, mais excellent. Mais voilà, donc moi je les appelle les compétiteurs directs, mais c'est vrai que les Mmh mh. nettoyeurs, c'est beaucoup plus poétique et ça va beaucoup mieux, et c'est il y a cette idée de question de vie ou de mort. Je suis là et pour moi, alors que je suis, sur un ring avec des cordes autour et quand je suis en dehors du ring, j'ai pas le droit d'être violent, quand je suis sur le ring, j'ai le droit d'être violent, enfin, c'est un truc un peu bizarre. Et ben, moi je le prends comme un truc hyper sérieux. Si je ne réussis pas ça, je meurs. Donc il faut que je tue l'autre, pour ne pas être tué. Et ça, en fait, il y en a très peu qui ont ce côté compétiteur direct de sentir Mmh cette mh. question de vie ou de mort, quand ils sont sur un court de tennis ou sur un ring ou peu importe. La plupart d'entre nous, on est plutôt des compétiteurs indirects. C'est-à-dire qu'on sent, le ridicule du truc quand on voit qu'on est en difficulté, on commence à se dire: «Bon, en fait, qu'est-ce qui se passe si je perds? C'est quand même pas si grave, c'est pas parce que la balle, elle va tomber là plutôt que là, à 10 centimètres d'écart, dans le terrain ou hors du terrain, que ça va réellement changer ma vie, quoi». En fait, il y a Mmh mh. toujours cette sorte de protection qui nous dit: «Mais non, en fait, je suis pas réellement en train de jouer ma vie. Je sais qu'en Mmh mh. fait, tout va bien et que je peux rentrer chez moi et que ça va pas changer énormément, ce match-là ne va pas changer énormément». Et la plupart d'entre nous, nous avons cette trop forte conscience que c'est pas une question de vie ou de mort, en fait. Alors que ces gens-là, c'est, Tate, McGregor, et qui on a dit, Ibrahimovic, Zlatan. Ouais. Zlatan, notre Zlatan, et bien, ceux-là, on sent qu'ils ont ce grain qui va faire que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Donc je crois Mmh que ça, mh. c'est une grande différence. Et ça se travaille, c'est vraiment difficile, quoi. Et je pense que, quand, quand on vraiment pour le travailler, il faut vraiment, faire une obsession de sa réussite. Il faut que ce soit pas seulement un objectif, il faut que ça devienne une obsession. Et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir Mmh mh. alors de pouvoir le travailler, c'est donné à tout le monde, mais de pouvoir le développer, il faut que arriver à faire descendre ça dans les tripes, quoi.
Vous voyez que Mmh mh. c'est une question de vie ou de mort. Si tu ne gagnes pas ce match, tu meurs, en fait. Ou alors, ta Ouais, famille ça meurt, imagine que voilà et eux, ils l'ont mmh mh. et Ouais, c'est ouais, et ça c'est me ce fait qui fait vraiment leur penser au audace. concept de Oui, pardon? de nettoyeur de ça me fait vraiment penser au concept de nettoyeur de Tim Grover et justement, on le retrouve, ouais, chez les Michael Jordan, les Kobe Bryant, qui avaient Ouais, cette détermination, cette persévérance à toute épreuve, qui est une discipline aussi, et dans des styles différents parce que dans les MMA, il y a Conor McGregor d'un côté qui est très bling bling, très extravagant. De l'autre, il y a Khabib Nurmagomedov je les connais pas. qui a la même détermination, la même obsession, mais dans un côté très rude, très froid, des montagnes daguestanaises avec une discipline de fer. Donc on peut Ouais, l'avoir dans différents styles, mais le bien fond, sûr. ouais, vraiment cette question de tout donner, d'en faire presque une question de vie ou de mort. Ouais, c'est Ouais, ouais. très bien imagé. Et d'ailleurs, beh, McGregor contre, Khabib Nurmagomedov, ils sont combattus ensemble et c'était une question de vie ou de mort. Ça a viré à la bagarre générale, enfin Ah ça a bon? dépassé les limites du sport, ouais. Ah, ah, Heu, c'est à la fois triste et à la fois super drôle. C'est ouais, génial aussi. à la fois Mmh. fascinant, ouais, c'est clair. Mmh. Dans votre livre, il y a beaucoup de références à Nassim Nicolas Taleb. J'ai particulièrement apprécié parce que Ouais. j'apprécie beaucoup les travaux de Taleb aussi et je suis sûr que dans le sport et dans le sport de haut niveau, on a beaucoup à apprendre aussi de ce qu'il propose. Il est cité plusieurs fois et on sent cette philosophie derrière. On perçoit les concepts d'antifragilité, de skin in the game, de stratégie des haltères. Quel impact ont eu vraiment les travaux de Taleb sur votre conception là, de l'excellence, de la performance et de l'embellisme sur l'écriture du livre? Alors, bah, je crois, je dirais aucun. Mmh. En fait, Nassim Taleb, je l'ai découvert, quand j'écrivais est-ce que j'ai dû mettre des citations dans Le secret des performants, donc qui était, OK, mon deuxième livre. Il y a En 2021, il est sorti. Donc là, j'ai dû mettre des citations de Nassim Taleb, peut-être vraiment à la fin quand, bon, peut-être que ça apparaît au début, mais en tout cas pour moi, c'était la fin de ouais, l'écriture du livre. Donc je OK, pense qu'il y a quand même des ouais, des citations de Nassim Taleb. Je l'ai découvert à ce moment-là, en fait, donc toute ma théorie était là déjà, en fait, ouais, ce bien que sûr. ça, Mmh. enfin tout mon modèle était là, donc toutes mes idées, comment dire, ne viennent pas de Nassim Taleb, mais bah, c'est comme toujours, en fait, pourquoi on aime un auteur en général? C'est pas parce qu'il apporte souvent, c'est pas parce qu'il apporte une idée nouvelle qu'on n'avait pas du tout eue, c'est parce qu'il vient mettre des mots, différents et Mmh. qu'on estime souvent comme étant meilleurs que les siens, sur quelque chose qu'on a ressenti. Ouais, Donc il met des mots sur quelque chose qui est là, qui est dans notre inconscient cognitif, mais qui n'a pas pu émerger, correctement. Donc on dit: «Ah mais en fait, c'est exactement comme ça que je pense». C'est ça qui nous fait plaisir. C'est pas qu'il apporte une idée ouais. nouvelle à laquelle on n'avait pas pensé. Et donc bah, ça m'a fait ça avec Nassim Taleb, comme avec Nietzsche. C'est waouh, ben oui, c'est exactement comme ça que je pense, l'antifragilité. Mmh. C'est ça, c'est vraiment cette idée de au-delà de la résilience, je suis renforcée par tout ce qui m'arrive. C'est pas, même pas mal, c'est même pas mal et plus. C'est non seulement même pas mal, mais en plus, ce qui m'arrive, ça va me renforcer. Si tu me tapes dans la figure et ben, ça va me renforcer. Si tu me fais un bisou, ça va me renforcer. Mais voilà, je me transforme positivement, grâce à ce qui m'arrive et grâce à mon Ouais, imaginaire, justement. Et ça, ouais, ça va ouais, avec c'est une vrai, c'est théorie oui, pardon? Mmh mh. Ouais, mais c'est ça l'impact en fait, ouais, dans le sens de boum, en fait, ça vient résonner et dire: «Ah mais oui, c'est ça en fait», c'est mettre des mots sur ce que je pense et ce que je vis et ce que je ressens, quoi. Oui, c'est ça, donc c'est dit autrement et ça a été maturé autrement que ce que, c'est pour ça aussi que je mets beaucoup de citations dans mes livres. J'adore mettre des Ouais, citations, bon, bah, parce que je lis beaucoup et que j'aime bien partager ce que j'ai lu, mais aussi parce que, ça dit souvent la même chose, mais un petit peu différemment, avec une sauce différente et c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup de citations là de ouais. Nassim Taleb, mais parce que j'adore son état d'esprit.
Il y en a aussi beaucoup de citations de Nietzsche. Moi, Ouais. j'ai beaucoup moins lu que Taleb. Je pense avoir lu qu'un livre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra, et je me Ah, suis le plus demandé chiant. du coup, ouais? Ah bon, beh, Ouais, à votre pour avis, moi. qu'est-ce que la pensée de Nietzsche peut apporter justement aux sportifs? Oh là 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 là, mais alors là, vous avez mis une pièce dans la machine pour des heures. En Pour les sportifs. d'essentiel alors, allons à Ouais, l'essentiel, ouais, ouais. OK, OK. Bah, en fait, Nietzsche, c c'est exactement il incarne l'existentialisme. Il incarne alors pas il l'incarne non, en fait, il l'incarne pas, c'est sa théorie qu'il incarne parce que sa vie n'est pas du tout OK. une vie d'existentialiste, Ah. parce que Mmh. lui n'a pas été vraiment reconnu de son temps et c'était quelqu'un qui souffrait tout le temps, qui subissait un petit peu la douleur. Alors il disait pas qu'il subissait, il disait que ça lui permettait à lui d'être meilleur, de se dépasser, tout ça. Mais en fait, voilà, dans sa vie, il aura pas, été vraiment, il n'aura pas performé de son vivant. Il n'aura pas été Mmh en, mh. en Mmh grand mh. état d'intelligence. Mais pour moi, de ce que j'ai lu de la philosophie, c'est le plus grand génie de la philosophie. Donc, qu'est-ce qui peut apporter à un sportif? Je pense cette idée de tendre toujours vers le beau dans le sens de l'esthétisme, vers chercher à faire en sorte de tendre vers l'excellence, que le geste soit toujours plus beau, et arriver à trouver cette élégance du geste. L'élégance, ça veut dire le minimum d'énergie dépensée pour le maximum d'efficacité. C'est cette élégance dans le geste, dans la parole, dans la manière d'être au monde, qui va nous permettre d'être le plus efficace possible, le plus puissant Mmh mh. possible. La volonté de puissance, en fait, ce que nous dit Nietzsche, il parle de la volonté de puissance de chaque être humain. Il dit qu'on a tous besoin, on est tous au monde pour, en fait, monter en puissance. Enfin, il dit pas qu'on est au monde pour ça, mais que quand on est au monde, on a tous besoin de monter en puissance. On a tous cette envie-là, d'avoir plus de puissance que son voisin et que c'est normal. Et donc, il nous invite à épouser notre animalité, à épouser il appelle ça c'est pas la force, mais le côté dionysien, être vraiment dans la vie, dans goûter la vie, Mmh. il pourrait dire ça, il l'a pas dit, mais voilà, chanter, danser, être vraiment éprouver de l'intensité dans chaque chose. Et Mmh. ça, les OK. sportifs, ouais, il faut qu'ils le vivent comme ça. Qu Quel livre de Nietzsche alors vous recommanderiez à un sportif en quête d'excellence et de performance? Ah, super question, mais vraiment très, très dure. Il y en a Heu, beaucoup, je me rends pas compte, moi, excusez-moi, oh, il y je suis en a pas je très sais pas familier combien avec il y en Nietzsche. a. Je dirais qu'il y en a une dizaine, peut-être que je vais dire des bêtises, mais, OK. alors je dirais, en fait, que celui qui couvre le plus, de choses, de dimensions, c'est probablement, Ecce Homo, qui veut dire en latin: «Tel est l'homme», ainsi est l'homme. Et OK. c'est un livre qu'il a écrit ou publié vers 88, 1888. C'est 1 an à peu près, hein, 87-88, je sais pas. C'est peu de temps avant qu'il sombre dans la folie parce qu'il est mort, Mmh. fou. On ne sait pas s'il a eu une maladie, voilà, on sait Mmh. pas vraiment ce qui lui est arrivé, mais il a perdu l'esprit à un moment. Et voilà, il l'a écrit peu de temps avant de mourir. Je ne sais pas si c'est son dernier ou son avant-dernier. Et dans Ecce Homo, en fait, il reprend, heu, tous ses livres et il fait un genre d'explication de texte et il dit: «Ben, dans ce livre-là, voilà pourquoi j'ai écrit ça, j'ai dit ça», et je trouve que, pour un sportif, ça reprend toutes ces notions, je sais pas, la volonté de puissance, le surhomme, l'éternel retour, toutes les notions comme ça très nietzschéennes, et je pense que pour un OK. sportif, ça peut donner de bonnes clés. Mais c'est vraiment de la philosophie, Mmh. enfin, je suis sûre que vous aimerez. C'est de la philosophie, mais c'est pas de la philosophie prise de tête. C'est Mmh. pas, je sais pas, Ouais. ouais, du Descartes ou du Rousseau ou du Platon ou du c'est pas Mmh. OK, c'est pas chiant. super. Sauf Ouais, Ainsi parlait super, Zarathustra à mon sens. ah, ben voilà, moi, on m'a dit de lire ça. Mais que lui, il considère Et comme sa grande œuvre, hein. OK, Ouais. ouais. Mmh mh. Et pour continuer sur les livres,
Quel est le livre qui a eu le plus d'impact justement sur votre vie dernièrement? Ah dernièrement, hem, parce que dans ma vie, c'est pas Ouais, dernièrement, aussi. ouais, Mmh. dans ma vie, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. C'est vraiment, j'ai pleuré quand j'ai lu ce livre vraiment, et puis après quand je suis allée voir le magnifique film avec, Charlotte Gainsbourg, donc qui reprend le livre. Magnifique, splendide et dans La promesse de l'aube, en fait, une sorte d'autobiographie probablement romancée de Romain Gary, où, Romain Gary raconte son histoire, de petit garçon, qui est né en Russie et qui va faire, plein de pérégrinations pour arriver en France avec sa maman et sa maman, qui est une vraie maman tigre, une maman qui pousse à fond, son fils, qui veut à Mmh. tout prix. Ils sont hyper pauvres et elle a déjà un amour profond pour la France et donc c'est pour ça qu'à un moment, ils arrivent en France et qu'elle devient, écrivain, auteur, et même ambassadeur, de France parce qu'elle lui transmet cet amour, hyper important pour la France. Mais elle le pousse dans tout, elle veut qu'il devienne le meilleur partout, et vraiment dès qu'elle voit qu'il sait tenir une raquette dans sa main ou que quelqu'un lui file une raquette, elle veut tout de suite qu'on aille voir, le roi de je sais pas quoi pour qu'il voit son fils, jouer, enfin elle est vraiment très, très pushy comme maman, mais OK. Mmh. elle lui fait lire des livres, ou elle lui fait, tenir un cahier, je crois, de tous les gens qui ont réussi de leur vivant. Parce que les autres, Mmh. elle les considère comme des gros tocards, quoi. Donc elle dit Mmh. elle lui fait tenir ce cahier-là et répéter qui a réussi de son vivant. Et donc je crois que Romain Gary a été vraiment conditionné pour ça. Bon, il est mort suicidé quand même, mais La promesse de l'aube, c'est voilà, cette maman, évidemment caricaturale, évidemment too much, mais je trouve que tout le monde la prend pour un monstre quand on en parle, mais je trouve qu'en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son enfant Ouais. d'être exigeant envers lui et que de vouloir qu'il soit le meilleur de lui-même, quoi. Mmh. C'est marrant, ça me fait penser ce que vous disiez là sur l'exercice que lui fait faire sa maman, à un exercice en préparation mentale que vous pouvez faire si vous nous écoutez, que j'ai repris de Anthony Mett et qui est justement de lister toutes les sources d'inspiration, les grands sportifs ou autres qui nous inspirent et de trouver en eux, ben voilà, justement les qualités, les ressources qui mobilisent et qui peuvent nous inspirer. Ah super à faire justement avec les jeunes sportifs. Ouais, tout à fait. Pour continuer, est-ce que vous auriez une musique à nous recommander? Une musique justement qui nous permettrait d'expérimenter toute l'intensité de l'existence? Ah, il y en a une que j'écoute beaucoup en ce moment, Mmh. au point que j'arrive même pas à retrouver le titre. Je vais vous dire tout de suite et ben voilà, elle est là, Believer. Hem, Believer. et dans Believer, les paroles, ça dit, hem: «Pain, you made me a believer». Ça veut dire douleur, souffrance, merci, en gros, tu as fait de moi un croyant. Donc Mmh. c'est l'amour de la souffrance, c'est, aimer se faire du mal, aimer, se faire du bon mal. Donc ouais, en ce moment, je dirais ça, Believer. Chouette, chouette. Je la rajouterai à la playlist méditation. Super. Super. Est-ce que vous auriez maintenant un invité, une invitée à me recommander pour parler sport, préparation mentale, performance, tout ça? Ah, il faut que je réfléchisse à ça. Qui est-ce que j'aurais comme invité pour, vous parler de ça? J'ai un ami, je sais pas s'il accepterait parce qu'il est toujours par monts et par vaux, mais qui est Ouais, un qui est un chef d'entreprise, de haut vol, mmh, qui est ultra, ultra sportif et en fait, tout dans son entreprise, les couloirs sont des pistes d'athlétisme. Il y a des ah joueurs de c'est rugby génial. partout sur les murs. Lui-même, il a fait des tonnes de triathlon, d'Ironman. Il a fait 6 Ironman, je crois et puis il a créé sa propre course OK, qui s'appelle Iota XP. Et qui est waouh, OK. enfin vraiment, c'est un géant cet homme du monde de l'entreprise, donc il est parti de rien. Alors je vais vous dire son nom quand même, il s'appelle Sacha Rosenthal et donc il a créé une entreprise qui s'appelle Xefi et il a pas fait d'études, il est sorti de l'école à 14 ans après avoir été très absentéiste
Et puis, il a monté sa petite entreprise au départ, d'informatique. Maintenant ça Ouais, fait plus de ouais. 25 ans, presque 30 ans, et son entreprise aujourd'hui fait à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus je crois, 1 800 personnes, et que des enfin te je les rencontre très souvent parce que je fais des formations aussi chez eux, sur la performance, et vraiment, que des gens qui sont dans cet état d'esprit de la performance. Le sport est très, très valorisé, et voilà, et en plus son entreprise, elle est à lui entièrement. C'est-à-dire il y a pas de levée de fonds, rien Ouais, du tout, tout est à lui, donc il a vraiment construit tout de A à Z, et je pense vraiment dans l'état d'esprit du sport. Donc voilà, ce serait lui, top. Ouais. qui J'imagine qu'il doit être très pris, mais c'est vrai que ça serait un bon invité, très, très intéressant. En plus, c'est vrai que j'ai pas reçu de gens issus du monde de l'entreprise, alors qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec le sport de haut ouais. niveau, donc Ouais, ouais, et c'est puis cool. lui, en plus, ouais, c'est un Mmh. grand, grand sportif, donc vraiment, En plus, donc ouais, ah, parfait. et puis il y a cette IOTA Expo. OK, super. On va arriver à la fin, du podcast. Je suis obligé de vous remercier encore pour, votre temps et pour toutes Merci à vous. ces précieux échanges-là qu'on a eus et je pense qu'ils seront très inspirants pour tous ceux qui nous ont écoutés. Donc le livre «L'art de l'excellence», il est sorti, il est disponible en librairie ou en ligne. Allez-y, vraiment, c'est un livre qui fait du bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sinon, Fanny? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Je sais pas, on peut me Sur les retrouver, réseaux sociaux? Vous êtes ah sur oui, LinkedIn? pardon, c'est ça, je cherchais comment on peut me Non, pas votre retrouver? Ben, vous adresse. venez à Lyon. Heu, Pour suivre, on va dire, votre travail, pour suivre vos actualités? ouais, le plus c'est LinkedIn, et un petit peu Instagram. Pour le côté un peu plus OK. perso, les petites choses perso, les Mmh. stories, tout ça, c'est OK, Instagram, OK. et puis mais LinkedIn, c'est là où je publie le plus et où j'ai la plus grande audience. OK, ouais, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne Merci à vous. continuation, beaucoup de réussite et beaucoup d'intensité dans toute Merci, merci, c'est très gentil. merci à tous ceux qui ont réécouté. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.